Bonjour et bienvenue à la troisième webconférence de l'AFLAR sur l'ostéoporose qui concerne aujourd'hui les traitements de l'ostéoporose. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et sommes très heureux d'ailleurs d'avoir l'occasion, le plaisir d'accueillir de nouveaux participants à ces webconférences et puis également de remercier, de féliciter ceux qui nous font l'amitié de suivre maintenant régulièrement ces webconférences. Alors pour ceux qui sont habitués, vous ne serez pas surpris de voir cette diapositive, mais laissez-moi simplement vous indiquer quelques règles du jeu. Alors ces règles du jeu, tout simplement, vous avez un onglet sur votre droite qui est l'onglet chat et qui vous permettra, si vous le souhaitez, et nous vous y encourageons, de poser des questions, de mettre vos commentaires et si vous voulez bien, pour ceux qui êtes déjà connectés, eh bien, vous pouvez utiliser cet onglet chat tout simplement. Vous avez entré votre message en bas, vous écrivez votre message et par exemple, vous nous dites tout simplement bonjour de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, tout simplement en bas, vous pouvez écrire et bien nous dire bonjour d'un endroit X, Y ou Z si vous le souhaitez. Voilà, donc cet onglet chat est sur votre droite. Et puis vous avez un second onglet qui s'appelle questions. Alors celui-ci, il est uniquement réservé aux questions d'ordre technique, si vous avez des difficultés pour une raison ou pour une autre, avec une connexion, etc. Voilà. Donc l'onglet chat, eh bien, on remercie d'ailleurs Béatrice de nous dire bonjour du côté de Versailles et nous vous solliciterons bien sûr à différents moments pour interagir avec nous. Voilà. Alors, qui sont les intervenants de cette web conférence alors qu'une Dijonnaise vient de nous rejoindre? Eh bien, vous avez donc à la droite de votre écran le professeur Bernard Cortet, qui sera notre intervenant principal ce soir, qui est lillois, donc médecin rhumatologue à l'hôpital Roger Salingro de Lille, et puis également, et c'est à noter, président du GRIO, qui est le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Voilà, il est accompagné ce soir en tant qu'animateur du docteur Laurent Grange, que beaucoup d'entre vous connaissent à la fois en tant que médecin rhumatologue et puis aussi en tant que président de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Pour ce qui me concerne, je modérerai les différentes questions, les commentaires et d'ailleurs, merci à ceux qui nous ont déjà posé des questions au moment de la réception de ce lien et nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, et puis je serai en quelque sorte le monsieur loyal et le gardien du temps de cette webconférence qui va, vous allez le voir, commencer par une intervention, un témoignage d'une patiente atteinte d'ostéoporose avant l'intervention, bien sûr, du professeur Cortet. Alors, quelques mots de la part de Laurent, si tu veux bien, sur la FLAR en guise d'introduction. Oui, bienvenue et dans cette troisième webconférence, le conseil d'administration de la FLAR et les 490 000 adhérents et sympathisants sont très heureux de vous inviter pour cette troisième webconférence qui va parler d'un sujet qui vous intéresse tous beaucoup, les traitements de l'ostéoporose. La FLAR, comme vous le savez, c'est une association qui a été fondée en 1928. On est reconnu d'utilité publique depuis 1937. Et on défend et on optimise, on essaie de coordonner la lutte antirhumatismale dans tous ses aspects en France et en Europe. 200 maladies, on est les seuls à défendre l'intérêt des patients souffrant d'ostéoporose, notamment ce soir. Le petit contexte que je pense le professeur Cortet nous rappellera peut-être, c'est que l'ostéoporose et ses traitements ont une très mauvaise image dans les médias. Les différents niveaux d'information nous démontrent que l'ostéoporose n'est pas considérée comme une maladie, que les traitements sont dangereux, et on verra que ce n'est pas du tout le cas. Au corollaire de tout ça, c'est que l'ostéoporose est de moins en moins prise en charge en France, avec dans quelques années, si on fait rien, avec le vieillissement de la population, mais aussi la non prise en charge,
on aura plus 24% de fractures par fragilité osseuse en 2030. Donc, la FLAR se mobilise et a créé ces webconférences pour essayer de vous donner, vous, les patients, les patientes, les Français et les Françaises, la bonne information, l'information non pas officielle, mais la bonne information la plus scientifique possible grâce à nos experts. Et on remercie encore le professeur Bernard Corté pour sa conférence qui va se dérouler dans quelques minutes. Merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Donc, je vais maintenant diffuser une vidéo. Alors, je voudrais juste rappeler, je vois déjà une question qui vient de Margaret, de bien penser à mettre les questions du côté du chat, de manière à ce qu'elles puissent être traitées et de conserver la partie questions uniquement pour les aspects techniques. Donc, si ce qu'on fera, je demanderai à Audrey de le faire, si tu veux bien, Audrey, de mettre la question côté chat et éventuellement à Margaret de bien vouloir la remettre également. Voilà, et Margaret vient de nous dire bonjour. Donc, je vais lancer maintenant la vidéo de témoignage qui va durer 3 minutes et je vais donc et bien lancer cette vidéo qui est un témoignage de Claire que voici. Bonjour, je m'appelle Claire Cardon. Bonjour, je m'appelle Claire Cardon. Je viens ici pour témoigner de l'ostéoporose et de mon vécu de l'ostéoporose. Voilà, en fait, j'ai eu cette ostéoporose, ce qu'on appelle un type secondaire, puisque j'étais soignée pour une spondylarthrite et à un moment j'ai eu des fractures. Donc les médecins qui me soignaient m'ont fait passer ce qu'on appelle une ostéodensitométrie et à l'époque ils ont décidé de me faire prendre un traitement. Voilà, le traitement. Et j'en ai eu plusieurs de traitements, j'ai eu beaucoup de traitements. Je crois que j'ai eu toute la gamme de traitements possibles. Et je peux vous dire que l'ostéoporose, on peut la vaincre. Vous avez tout un panel de médicaments. Et parmi ces nombreux médicaments, il y en a un qui vous conviendra. Moi, je m'en suis sortie. J'ai eu de nombreuses fractures et maintenant, je m'en suis sortie. Je voudrais donner quelques conseils aux gens qui sont atteints d'ostéoporose. Tout d'abord, quand vous passez cet examen qu'on appelle l'ostéodensitométrie, vous passez cet examen régulièrement pour voir l'évolution de votre ostéoporose. Je vous conseille de toujours aller au même endroit, de demander systématiquement un double de l'examen. Si vous allez au même endroit, ils pourront retrouver votre examen précédent et voir l'évolution dans un sens ou dans un autre. Et ça, pour vous, c'est important parce que vous voyez l'utilité d'avoir pris votre traitement. Si vous avez un double de votre examen, quand vous allez voir les intervenants, quand vous allez voir les médecins, notamment, il peut vous arriver d'en avoir un qui se perde, et vous l'avez toujours un pour vous dans votre dossier. Et ça, c'est important, parce que l'ostéoporose, ça oblige à se prendre en charge, à s'assumer. Vous avez un traitement à prendre, qui n'est pas facile, parce que le traitement, c'est pas comme un antibiotique que vous prenez pendant 5 ou 8 ou 10 jours. C'est pas comme le temps que le traitement fasse effet. On va pas vous faire une ostéodensitométrie tous les mois pour vérifier. Ça se vérifie à long terme. D'autre part, il y a une chose qu'il faut savoir au niveau de l'ostéoporose. Moi, je crois beaucoup aussi au facteur familial. Ma mère a eu des fractures à l'âge de 70 ans. Elle a eu des fractures et je pense qu'il a été démontré d'ailleurs qu'il y avait un facteur familial. Donc si vous avez des gens dans votre famille qui ont eu ça, demandez aussi un dépistage de l'ostéoporose parce que c'est important. Il y a non seulement le fait que vous n'ayez pas forcément toujours une consommation de vitamine D extraordinaire, que vous n'ayez pas une élevage extraordinaire, des exercices physiques, mais il y a aussi le facteur familial qui intervient. Donc ça, je vous conseille d'en parler à votre médecin. Alors, de toute façon, ceux qui interviennent dans l'ostéoporose pour la femme, c'est qui? Ça peut être la gynécologue, ça peut être le médecin généraliste, ou ça peut être le rhumatologue. Voilà. Donc, parmi ces 3 personnes, vous avez le choix pour poser vos questions, mais surtout, n'hésitez pas à devancer, à aborder le sujet avant même qu'on l'aborde avec vous, parce que ça, c'est important. Voilà, je pense que le fait de se prendre en charge, de bien gérer son traitement, c'est drôlement important. En fait, vous voyez, moi je l'ai fait, et puis vous voyez, j'en suis là. Ça marche. Vitamine D extraordinaire, que vous n'ayez pas une élevage.
Alors nous remercions Claire d'avoir partagé avec nous toute son expérience et nous allons reprendre le fil de notre webconférence et demander à Bernard Cortet de bien vouloir commencer son intervention. Bernard, c'est à vous. Très bien, écoutez, tout d'abord, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la réalité des choses en termes de nombre de fractures, et puis également sur ce qu'est le tissu osseux, comment il fonctionne, puisque c'est comme cela qu'on va pouvoir comprendre comment les traitements de l'ostéoporose peuvent agir. Alors, l'ostéoporose, donc, c'est une maladie fréquente, comme ceci a été dit tout à l'heure par le docteur Grange, et dans la population des femmes de plus de 50 ans correspondant à l'âge de la ménopause, il y a environ 30% des femmes qui vont être concernées pour les longues années qui leur restent à vivre. Donc, c'est une maladie notamment féminine et principalement féminine. Pour autant, les hommes ne sont pas totalement épargnés, puisque dans la même cible, c'est-à-dire les hommes de plus de 50 ans, on arrive à une fréquence qui est de l'ordre de 20%. Donc, c'est moins fréquent chez les hommes. On va surtout parler ce soir d'ostéoporose après la ménopause, mais il y a une particularité quand même chez l'homme que je souhaite souligner, qui est que la gravité des fractures est plus conséquente et un certain nombre de fractures s'accompagnent d'une mortalité plus importante que la mortalité attendue compte tenu de l'âge de la population concernée. Eh bien, cette surmortalité est plus importante dans la population masculine que dans la population féminine. Alors, en termes de définition, c'est quoi l'ostéoporose ? Eh bien, c'est une maladie généralisée du squelette qui se caractérise en fait par deux types d'anomalies qui sont très bien illustrées sur la diapositive, que ce soit les radiographies ou que ce soit les schémas. Donc, sur la partie gauche de cette diapositive, on a affaire à un os sain, sur la partie droite à un os ostéoporotique, et on peut donc très bien voir que l'os ostéoporotique se caractérise par le fait qu'il y a une raréfaction osseuse très conséquente. Ceci est visible, encore une fois, sur la radio, mais également visible sur le schéma. Donc ça, c'est le premier type d'anomalie qu'on rencontre dans l'ostéoporose. Et puis, il y a également un deuxième type d'anomalie qui sont l'existence de troubles de la microarchitecture osseuse. Et on voit très bien sur la partie droite de la diapositive que les différentes travées osseuses qui vont former le squelette ne sont pas bien interconnectées les unes avec les autres. Eh bien, ces deux éléments vont concourir à l'apparition d'une fragilité osseuse qu'on appelle l'ostéoporose. Et la conséquence donc de l'ostéoporose, c'est la survenue de fractures, sachant quand même que je vous rassure, ces fractures, dans la majorité des cas, ne surviennent pas totalement spontanément, mais à l'issue d'un traumatisme qu'on qualifie de minime, et le traumatisme minime est défini par une chute de sa hauteur. Il n'est pas normal de se casser quand on tombe de sa hauteur. Ça, c'est pour les fractures dites non vertébrales. Il faut savoir pour les fractures de vertèbres, qui peuvent être également particulièrement graves, on n'a pas toujours cette notion de chute. Ce peut être un faux mouvement, ça peut être un effort minime de soulèvement, et même là, ça peut survenir éventuellement de façon totalement spontanée. Alors revenons maintenant au tissu osseux par lui-même. Donc le tissu osseux, ce qu'on appelle un tissu conjonctif, il y a beaucoup de tissus conjonctifs dans l'organisme, comme notamment le tissu musculaire, mais la caractéristique de ce tissu, comme on peut s'en apercevoir sur les diapositives précédentes, c'est que c'est un tissu calcifié, qui est un tissu minéralisé. D'autre part, et comme tous les tissus de l'organisme, c'est un tissu vivant. Alors, quand on voit un cœur qui bat, quand on voit un poumon qui respire, on a bien évidemment en tête que c'est un organe qui vit. Pour le tissu osseux, c'est peut-être un peu moins évident, mais pour autant, c'est une réalité du quotidien. Et ceci est lié à des activités des cellules osseuses, sachant qu'au niveau du tissu osseux, finalement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, puisqu'il y a deux types de cellules, comme ceci est mentionné sur cette diapositive, des cellules qui vont construire de l'os, qu'on appelle des ostéoblastes, qui vont fabriquer la trame osseuse, et des cellules qui détruisent parallèlement le tissu osseux. Chez une femme avant la ménopause, il y a un équilibre entre ces deux activités cellulaires qui fait qu'il n'y ait pas de perte osseuse. Bien évidemment, il faut également concevoir que les cellules qui vont former de l'os, qu'on appelle les ostéoblastes, eh bien, ils vont d'abord synthétiser une trame osseuse protéique qui n'est pas minéralisée, et dans un deuxième temps, il y aura ce processus de calcification. Donc, une autre diapositive qui illustre mon propos de manière à peu près similaire, avec à gauche ces ostéoblastes qui construisent de l'os et à droite les ostéoclastes qui vont détruire l'os. Il faut imaginer se représenter ces ostéoclastes comme des espèces de petits marteaux-piqueurs qui en permanence vont perforer l'os, et de l'autre côté, les ostéoblastes.
Donc, encore une fois, avant la ménopause, ces deux activités cellulaires antagonistes fonctionnent au même niveau, de telle sorte qu'il ne va pas y avoir de fragilité osseuse, qu'il ne va pas y avoir de perte osseuse. Et puis, à la ménopause, il y a un véritable cataclysme qui va avoir lieu, qui est caractérisé par l'arrêt de la sécrétion par les ovaires de la principale hormone féminine, à savoir les oestrogènes. Et cette carence relativement brutale en oestrogènes va faire qu'il va y avoir inéluctablement une perte osseuse. Pourquoi cette perte osseuse? Eh bien, parce que les cellules qui détruisent l'os, les ostéoclastes, vont s'activer de manière en quelque sorte frénétique. Et bien qu'il y ait un couplage entre les ostéoclastes et les ostéoblastes, eh bien, les ostéoblastes vont faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne vont pas pouvoir rattraper cette hyperactivité des ostéoclastes. Il y aura donc, de manière inéluctable, après la ménopause, une perte osseuse. Pour autant, et comme ceci a été dit précédemment, toutes les femmes ménopausées ne vont pas présenter une ostéoporotique, mais quand même un grand nombre, 30 à 40% d'entre elles. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque ceci va nous permettre de comprendre comment les différents traitements médicamenteux peuvent agir au niveau du tissu osseux et améliorer la situation en présence d'une ostéoporose. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard, c'est très très clair. Je rappelle pour nos auditeurs que vous pouvez aller plus loin en revisualisant les webconférences du professeur Thierry Thomas ou du docteur Karine Brio sur cette partie. Avez-vous des questions avant d'aborder les questions sur les traitements, plus particulièrement sur l'ostéoporose? Il y a beaucoup de questions là qui seront abordées dans la partie suivante sur les traitements par eux-mêmes, questions extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes. Mais c'est vrai que ces questions-là, on les abordera juste après avoir expliqué un petit peu les mécanismes d'action des différents traitements et on répondra bien évidemment à toutes les questions qui sont posées, en sachant qu'il n'y en a qu'une pour laquelle je ne suis pas forcément le plus qualifié pour y répondre. C'est la question de Margaret qui concerne un traitement qui est le Zometa, qui est un traitement qu'on ne donne pas dans l'ostéoporose, mais qu'on donne chez des femmes ou des hommes qui ont soit en effet un myélome, ce qui est le cas de cette dame, soit en cas de métastase osseuse. Donc là, la problématique qui prévaut et qui va déterminer la durée optimale du traitement n'est pas l'ostéoporose, mais véritablement de cette maladie, en l'occurrence le myélome. Donc, ce n'est pas les traitements non plus qu'on donne à vie, mais on n'est pas du tout là dans la problématique de l'ostéoporose. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas forcément le plus qualifié pour répondre à cette question. Pour autant, bien sûr, la question est parfaitement pertinente, mais il faut que cette dame interroge son hématologue par rapport à cela. Alors ensuite, on a une question qui fait rebondir. Donc, je vois que c'est une auditrice ou un auditeur fidèle. À la dernière conférence, il a été dit que l'on ne peut pas mesurer la microarchitecture osseuse actuellement. Donc, lorsqu'on a une ostéodensitométrie parfaite, mais une fracture du col du fémur à 57 ans, et que l'on vous dit que c'est dû à la microarchitecture, comment savoir si le traitement marche? Parce qu'on n'a aucune mesure possible. Bernard, est-ce que tu peux y répondre? Alors, il y a plusieurs éléments. C'est une très très bonne question. Ce n'est pas forcément l'éventualité la plus fréquente, mais ça peut arriver. Partant du principe que la résistance du squelette est quand même conditionnée à hauteur d'environ 60 à 70% par la quantité d'os appréhendée, donc par la mesure de la densitométrie osseuse. Comme ceci a été dit, on ne peut pas directement explorer de manière non invasive la microarchitecture osseuse. Il y a un paramètre quand même dans ces circonstances-là qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas véritablement une mesure de la microarchitecture osseuse, qui est un paramètre de texture qu'on appelle le TBS, ou Trabecular Bone Score. Donc, il serait quand même intéressant chez cette patiente de savoir si celui-ci était abaissé. On sait, parce qu'il y a des études à l'appui, que chez une femme ou chez un homme qui a présenté une fracture de hanche, à partir du moment où il n'y a pas de traumatisme majeur, et même si la densité osseuse est normale, l'un des bisphosphonates, en l'occurrence l'acide zolédronique, a fait la preuve de son intérêt quant à la prévention des fractures, que ce soit les fractures de hanche ou plus généralement des fractures de fragilité. Donc tout ça pour dire que chez cette femme de 57 ans qui a fait jeune, il est vrai par rapport à ce qu'on sait de l'épidémiologie des fractures de hanche, une fracture à l'extrémité supérieure du fémur, il y a malgré tout un intérêt prouvé scientifiquement à débuter un traitement anti-ostéoporotique, en sachant que dans ces conditions-là, la durée du traitement ne va pas forcément être extrêmement longue. S'il s'agit d'un traitement par des perfusions une fois par an, ça serait une durée au moins prévisionnelle de 3 ans. Si c'est un traitement par la bouche avec le même type de molécules qu'on appelle des bisphosphonates, dont je reparlerai tout à l'heure, c'est plutôt une durée prévisionnelle de 5 ans.
Pour nos auditeurs, l'acide zoledronite, c'est le traitement une fois par an, hein, puisqu'il y a eu des questions là-dessus. Peut-être rebondir pour ouvrir la deuxième partie. Est-ce que l'ostéoporose doit être gérée par le généraliste ou on doit avoir obligatoirement un spécialiste, Bernard, en tant que spécialiste de l'ostéoporose? Non, non, l'ostéoporose est une maladie qui doit être traitée d'abord et avant tout par les médecins généralistes, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention. Il y a des recommandations auxquelles les médecins généralistes ont passé, qui concernent pour l'instant uniquement la prise en charge de l'ostéoporose après la ménopause et la cortisone. Il y en a d'autres qui sont en cours de réalisation concernant l'ostéoporose chez l'homme, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, avec un arbre décisionnel qui est extrêmement simple et qui permet, dans le grand nombre de situations, aux médecins généralistes de savoir si on doit débuter ou non un traitement et si oui, quel est le traitement optimal pour une patiente donnée. Très bien, mais écoutez, peut-être qu'on peut passer à la deuxième partie. Bernard, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Alors, en fonction de ce que j'ai indiqué précédemment, les ostéoblastes qui construisent d'un côté et les ostéoclastes qui détruisent de l'autre, comme je l'ai dit, on va pouvoir comprendre comment les traitements anti-ostéoporotiques agissent. Alors, implicitement, on se dit qu'il serait certainement plus utile, intéressant, rentable d'avoir un traitement qui va pouvoir refaire de l'os, qui va pouvoir stimuler les cellules qui construisent. Et donc, de ce point de vue-là, on a certaines possibilités thérapeutiques, mais nettement moindres comparativement aux autres traitements qui vont agir en inhibant les ostéoclastes. Donc, les traitements anti-ostéoformateurs, à ce jour, on en a un seul à notre disposition, qui s'appelle le tériparatide, nom commercial étant le Forsteo. C'est un traitement qui est effectué par voie sous-cutanée, donc c'est une petite piqûre tous les jours, avec une durée de 18 mois en termes de remboursement, même si on peut le prescrire pendant 2 ans. Compte tenu de son mécanisme d'action extrêmement intéressant, compte tenu également de son efficacité extrêmement conséquente, c'est un traitement qui est potentiellement plus coûteux que les autres, et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé que celui-ci ne serait pas remboursé chez l'ensemble des patientes ostéoporotiques, mais uniquement chez celles qui ont eu au moins 2 fractures de vertèbres, c'est-à-dire très clairement une ostéoporose sévère. Le remboursement étant pour les femmes après la ménopause, mais également chez les femmes et les hommes qui ont une ostéoporose liée à la prise de cortisone au long cours, et aussi dans la population masculine, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure. Et donc, dans ces 3 situations, eh bien, la durée du traitement est 18 mois et il y a un remboursement à la clé avec une autorisation de prescription pendant 2 ans. Alors, pour l'instant et à ce jour, c'est le seul traitement disponible. Demain, peut-être ou pas, je vais vous expliquer pourquoi, on aura à nos dispositions un autre traitement qui est aussi un stimulant de la formation osseuse, qui a un mécanisme d'action différent par rapport au tériparatide, qui est plus ciblé et potentiellement plus puissant et plus efficace. Ce traitement est maintenant autorisé aux États-Unis, il est également au Japon et il est pour l'instant en cours d'évaluation en France. C'est un anticorps monoclonal qui est utilisé également par voie injectable, à savoir une injection sous-cutanée tous les mois. Je ne vais pas tellement m'appesantir là-dessus, puisque, encore une fois, à l'échelon européen, au niveau de l'Agence du médicament, ce traitement est à l'heure actuelle en cours d'évaluation. Et donc, peut-être sera-t-on amené, du moins nous l'espérons, parce que c'est un traitement véritablement extrêmement intéressant, à en reparler au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Deuxième façon d'agir, ce sont des traitements qui vont inhiber les ostéoclastes. Alors, comment ça fonctionne? Bon, vous vous rappelez quelques souvenirs un petit peu peut-être anciens de mathématiques. Quand on inhibe l'inhibiteur, on a moins par moins en quelque sorte, et donc ça fait un effet positif. Alors, il y a beaucoup de molécules qui vont avoir un mécanisme d'action de ce type, beaucoup plus, encore une fois, en ce qui concerne les traitements anti-ostéoformateurs. Le premier traitement qui agit de la sorte, qui est ce qu'on appelle le traitement hormonal de la ménopause, qui est un traitement qui n'agit pas uniquement que sur le squelette. C'est un traitement potentiellement intéressant chez certaines femmes, compte tenu de ce que j'ai dit de ce qui se passait à la ménopause, à savoir que la carence en oestrogène induit une perte osseuse accélérée. Mais ce n'est pas un traitement qu'on va pouvoir utiliser chez toutes les femmes, puisqu'il est évident qu'on ne va pas proposer un traitement par des hormones, des oestrogènes, chez une femme de 70 ou de 80 ans, qui sont la cible habituelle des femmes ayant une ostéoporose post-ménopausique. De telle sorte que ce traitement hormonal de la ménopause est certainement intéressant chez les femmes relativement jeunes qui ont une ostéoporose ou qui ont même peut-être un stade qui n'est pas encore tout à fait celui de l'ostéoporose, une densité osseuse abaissée, mais ne répondant pas forcément
à la définition de l'ostéoporose, particulièrement si cette femme a eu une ménopause précoce. Alors, c'est quoi les SERM? C'est quoi ce terme barbare? C'est un terme anglo-saxon qui veut dire, en français en tout cas, modulateur sélectif du récepteur aux oestrogènes. Alors, en quelques mots et de manière assez simple, si on avait une molécule efficace, un SERM idéal, c'est un traitement qui aurait tous les avantages des oestrogènes sans en avoir les inconvénients. Alors, bien évidemment, cette molécule-là n'existe pas. Donc, on a un représentant de la classe. Il y avait une question qui a été posée par rapport à cela. Donc, le nom générique, ça s'appelle le raloxifène. C'est un traitement qui, encore une fois, est maintenant génériqué, mais parmi les noms non génériques, il y avait par exemple l'Optruma ou l'Evista, tout cela, c'est synonyme. Alors, c'est un traitement qui est intéressant de par son mécanisme d'action, mais qui, globalement, est moins puissant que le traitement oestrogénique, qui a donc une efficacité indéniable au cours de l'ostéoporose pour prévenir les fractures, mais pas chez toutes les femmes. Très clairement, c'est un traitement qu'on va plutôt réserver à des femmes qui ont une ostéoporose, bien évidemment, qui ont entre 60 et 70 ans, et particulièrement qui n'ont pas d'antécédents de fracture, et notamment pas d'antécédents de fracture vertébrale. Alors, il y a quand même un avantage incontestable de ce traitement, qu'on n'a pas avec les autres traitements, c'est que de par son mécanisme d'action, à savoir que sur certains tissus, et c'est le cas du tissu osseux, il se comporte comme les oestrogènes, alors que sur d'autres tissus, il agit à l'inverse des oestrogènes, et donc de par cela, il a une action préventive quant à l'apparition d'un éventuel cancer du sein, avec une réduction du risque de cancer du sein qui est assez conséquent. Donc, un peu moins efficace que les autres traitements, notamment que le traitement hormonal de la ménopause, mais un avantage incontestable en ce qui concerne la prévention du cancer du sein. Pas d'effet démontré sur la fracture de hanche, donc ce n'est pas un traitement qu'on va utiliser chez des femmes au-delà de 70-75 ans. Très clairement, la classe médicamenteuse la plus représentée, en sachant que les médicaments qui appartiennent à cette classe, à savoir les bisphosphonates, n'ont pas toujours bonne presse, eh bien, c'est quelque chose qui, en termes de modalité thérapeutique, en termes de volume de prescription, est extrêmement important. Donc, ces bisphosphonates, on en a un certain nombre à nos dispositions, soit par voie orale, soit par voie injectable. Par voie injectable, il y en a un, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'acide zoledronique. Les modalités d'administration sont d'ailleurs assez simples, à savoir une perfusion d'une vingtaine de minutes une fois par an, avec une durée prévisionnelle de 3 à 6 ans. Et les bisphosphonates péros, on en a 2 à nos dispositions, à savoir le risedronate ou l'alendronate, en sachant que ce sont maintenant des médicaments qui sont génériqués, donc les noms non génériques avant qu'ils ne soient génériqués, c'est par exemple l'Actonel, le Fosamax, la Fosavance ou l'Adrovance. Alors, ce sont des médicaments, si on les prend par la bouche, qui sont mal absorbés au niveau de l'intestin et qu'on doit donc prendre dans des conditions assez drastiques, à savoir le matin à jeun avec un grand verre d'eau. L'intérêt, c'est qu'on dispose maintenant de galéniques particulières qui fait qu'on n'est pas obligé de les prendre tous les jours. Donc, c'est soit une fois par semaine, soit 2 fois par mois, mais dans les conditions que j'ai indiquées, à savoir le matin à jeun avec un grand verre d'eau pour la plupart d'entre eux, en ne se recouchant pas durant cette demi-heure et en ne prenant pas son déjeuner dans la demi-heure qui suit la prise de ce médicament. Alors, pourquoi faut attendre une demi-heure avant de prendre son petit déjeuner? Eh bien, parce que ce sont des médicaments qui sont mal absorbés au niveau de l'intestin. Et donc, si on ne respecte pas cette condition, eh bien, le médicament va être totalement inefficace. Pourquoi on doit rester en position assise, en position droite ou debout? Eh bien, de façon à éviter qu'il y ait une irritation de la partie du tube digestif qui est située juste derrière la cage thoracique, qu'on appelle le sternum, de façon à éviter cette inflammation de l'œsophage. Donc, ces médicaments qu'on connaît depuis maintenant extrêmement longtemps, depuis au moins une quarantaine d'années. Il y a un certain nombre d'événements indésirables. Comme tout traitement efficace, il y a toujours un revers de médaille dont on va parler d'ici quelques instants. Mais globalement, prescrit à bon escient, le rapport bénéfice du traitement en termes de prévention des fractures par rapport aux risques encourus est bien évidemment tout à fait à la faveur de la prise du traitement. Encore une fois, ce sont les traitements qu'on va donner chez des femmes ayant une ostéoporose dûment identifiée en fonction d'un certain nombre de critères que je rappellerai à la fin de cet exposé. Autre type de molécule qui agit également en inhibant les ostéoclastes, c'est un traitement plus récent qui s'appelle le denosumab, qui n'est pas encore génériqué. Donc le nom commercial, c'est le Prolia. C'est un traitement intéressant parce qu'il agit par certains côtés un peu comme les bisphosphonates, mais c'est un traitement qui est quand même beaucoup plus ciblé. Et le fait qu'il soit plus ciblé lui permet d'avoir une efficacité incontestable en ce qui concerne la prévention des fractures de fragilité. Je vous donnerai quelques chiffres d'ici quelques instants.
En termes de modalité d'administration, c'est un traitement assez simple. C'est plus un traitement par la bouche, c'est un traitement en injection sous-cutanée, une fois tous les 6 mois. Donc l'avantage par rapport au bisphosphonates notamment, c'est que ça apporte indéniablement un plus avec des gains densitométriques plus importants, en sachant que ces gains densitométriques sont largement conditionnés à l'efficacité antifracturaire. Revers de médaille ou inconvénient potentiel, il n'y a pas de rétention dans l'os de ce traitement, à l'inverse de ce qu'on observe avec les bisphosphonates. Et c'est cette rétention dans l'os qui fait que pour un traitement par bisphosphonate, ce traitement ne va pas forcément avoir lieu tout au long de la vie. On envisage donc des séquences thérapeutiques qui sont de l'ordre de quelques années, et maintenant ceci est très bien protocolisé. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. 3 ans pour une première séquence si c'est un traitement par voie injectable avec l'Aclasta, l'acide hyaluronique, une perfusion une fois par an, et 5 ans s'il s'agit d'un traitement par bisphosphonate perros. Pour le denosumab, pour le Prolia, encore une fois, si le traitement doit être arrêté pour une raison ou pour une autre, du fait de l'absence de rétention dans l'os, on devra obligatoirement le relayer par un autre traitement, qui est généralement un traitement par bisphosphonate, soit un an d'alendronate, soit une perfusion d'Aclasta, uniquement pendant une durée brève. Le but est de maintenir, encore une fois, le bénéfice de ces traitements. Alors, quelques mots en ce qui concerne leur efficacité. Il est clair qu'il y a un cheminement de tous les médicaments en général, notamment de l'ostéoporose, qui est un cheminement long et complexe au niveau des instances régulatrices. J'ai parlé tout à l'heure de l'Agence européenne, qui est la première étape pour qu'un traitement puisse obtenir une autorisation. Et si l'autorisation est donnée, il y a une réévaluation complète à l'échelon français, qui est faite par une structure qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, et particulièrement une commission qui s'appelle la Commission de Transparence, de telle sorte que ces traitements, ils n'atterrissent jamais sur le marché par hasard. Le législateur a pris en compte les bénéfices du traitement et les éventuels événements indésirables, puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout traitement efficace peut être à l'origine d'événements indésirables, le but étant d'essayer de faire en sorte que le traitement, s'il est prescrit à bon escient, puisse avoir un bénéfice qui l'emporte largement sur les quelques risques du traitement. Alors, en termes d'efficacité, j'ai dit quelques mots tout à l'heure du raloxifène en ce qui concerne le mécanisme d'action et la cible idéale. Ce raloxifène, par rapport dans la vraie vie, bien sûr, il n'y a pas de placebo, va diminuer le risque de fracture d'environ 50%, ce qui est un élément important, particulièrement chez les femmes qui ont une ostéoporose en termes densitométriques, mais il n'y a pas d'efficacité en ce qui concerne la prévention des fractures non vertébrales et des fractures de hanche. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas un traitement qu'on va mettre en œuvre chez une femme de 60 à 80 ans, qui est l'âge moyen de survenue de la fracture de hanche. En ce qui concerne les bisphosphonates, ils ont tous fait la preuve de leur intérêt en termes de prévention des fractures, réduction plus conséquente par rapport à un placebo en ce qui concerne la prévention des fractures non vertébrales, avec une réduction du risque qui peut être très importante, moins 70% par rapport à un placebo en ce qui concerne la perfusion une fois par an, réduction également importante du risque de fracture de hanche, qui est de l'ordre de 50%, par rapport à un placebo. Encore une fois, dans la vraie vie, bien évidemment, il n'y a pas de placebo. Et réduction qui est un peu plus modérée, mais qui est quand même conséquente, en ce qui concerne la prévention des fractures non vertébrales dans leur globalité, qui est l'ordre de moins 20%. Concernant le denosumab, on a également une efficacité extrêmement importante en ce qui concerne la prévention des fractures vertébrales, avec une réduction du risque qui est de l'ordre de 70% par rapport à un placebo. Une réduction également conséquente de la probabilité de voir apparaître une fracture de hanche qui est de l'ordre de 40%, et une réduction également d'environ 20% de voir apparaître une fracture non vertébrale. Alors on pourrait se dire que finalement ces chiffres par rapport au denosumab sont assez identiques par rapport à ceux que je viens de citer avec l'acide zoledronique, ce qui est une réalité, mais à mon sens l'élément différenciant du Prolia, du denosumab par rapport au bisphosphonate et singulièrement par rapport à l'acide zoledronique, eh bien c'est que dans la durée, on a une efficacité qui non seulement se maintient, mais qui s'exprime encore plus au fil du temps, qui se traduit d'ailleurs par des gains densitométriques qui continuent au fil du temps, ce qui n'est pas ce qu'on observe avec les bisphosphonates. Et c'est un élément qui fait qu'en relais d'un traitement par bisphosphonate, c'est une option certainement intéressante, notamment chez les femmes à haut risque de fracture. Donc, cette diapositive que j'ai passée un peu vite, mais je ne vais pas tellement y insister, je vais revenir en arrière, résume simplement ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne en traitement. Donc, je ne vais pas y insister. Et encore une fois, quel que soit le mécanisme d'action des traitements, on observe parallèlement des gains densitométriques. Alors, on se doute que les gains densitométriques, ils sont très importants si on a affaire à un agent qui va
Alors, il y a eu une coupure. Je vais juste reconnecter Bernard. Nous avons un Voilà. petit problème technique qui va être résolu dans quelques secondes. En Voilà. fait, le son de Bernard a été coupé, je crois. Oui. Alors, alors cela laisse l'occasion, cela vous laisse l'occasion de poser de nouvelles questions. Je vais peut-être demander à Bernard s'il nous entend d'aller sur son image et de cliquer sur le micro de manière à pouvoir l'ouvrir à nouveau. Alors, si Bernard, vous m'entendez, est-ce que vous pouvez lever? Voilà. Vous n'entendez pas? D'accord. Alors, je vais essayer d'activer le micro de Bernard de mon côté. Pour identifier, voilà. Alors, je vous demande quelques instants, nous vous demandons quelques instants. Alors, comme on le dit à la télévision, veuillez nous excuser, ce sont les inconvénients du direct. Et donc, notre ingénieur technique est en train de dialoguer avec Bernard Cortés, qui vous laisse tout à fait le temps de poser le cas échéant de nouvelles questions pendant que Bernard Cortés est en train de changer de micro. Peut-être Laurent, veux-tu commenter? Ah, alors voilà un message qui nous fait vraiment très plaisir de Sandrine. Elle nous dit vous êtes excusés et là ça fait vraiment ça fait chaud au cœur parce que effectivement bon nous avons parfois regardez voici Bernard J'ai les oreillettes, donc c'est bon si je parle dedans? Oui, c'est bon. bah, Là, on on vous vous entend bien, Bernard. Merci. oui, on vous entend très bien. Et alors, il y a un message qui nous a fait très plaisir de Sandrine qui a juste dit voilà, vous êtes excusés. Donc, je transmets le message de Sandrine. Donc, Bernard, vous pouvez reprendre. Très bien. Donc, cette diapositive, je ne vais pas tellement insister là-dessus puisque j'ai déjà parlé de l'efficacité relative des traitements. Simplement pour dire que parallèlement, on observe des gains densitométriques plus ou moins conséquents en fonction des traitements. C'est un petit peu technique et je ne vais pas tellement insister là-dessus. J'ai déjà parlé du rapport bénéfice-risque. Encore une fois, tout traitement efficace peut potentiellement avoir des événements indésirables et le but est de faire en sorte que l'efficacité l'emporte largement par rapport au risque dont on va bien évidemment parler, puisque c'est quand même un élément important. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai utilisé une balance qui permet de mettre justement d'un côté les risques, que ce soit les événements indésirables en règle générale, ou que ce soit bien évidemment les EIG, c'est-à-dire les événements indésirables graves, mais bien évidemment, on ne peut pas directement, je dirais, raisonner en ne prenant en considération que les risques. Alors ça, c'est quand même un élément important parce que, notamment sur Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées, qui ne sont pas toujours contrôlées, et sur un certain nombre de forums, parfois même de sites, on voit des informations par rapport aux événements indésirables qui ne correspondent pas toujours à une réalité. Et surtout, la problématique, c'est qu'on a l'impression que quand on prend le médicament, on aura obligatoirement tous les événements indésirables de la Terre sans aucun bénéfice. Il est évident que la question, elle ne pose pas en ces termes-là. Et donc, c'est important quand même de voir le bénéfice par rapport au risque. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que les bénéfices l'emportent largement sur les risques. En ce qui concerne les fractures, il y a quand même un point important qui a déjà été évoqué lors d'une précédente conférence et qui le sera encore plus sur une autre qui est consacrée à la fracture, dont je ne vais pas tellement y insister. Mais certaines des fractures ne sont absolument pas anodines. Elles sont à l'origine de ce qu'on appelle d'une morbidité, c'est-à-dire d'une altération considérable de la qualité de vie, et peuvent même, pour certaines d'entre elles, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, avoir un impact défavorable sur la mortalité. C'est connu pour la fracture de hanche, mais également d'autres fractures sont dans cette situation, comme les fractures de vertèbres, du bassin ou de l'épaule.
Alors, parlons bien évidemment des risques du traitement. Il y a un certain nombre de complications et à juste titre qui font peur. Et il y a déjà une question qui a été posée par rapport à ça. En ce qui concerne les bisphosphonates et le Prolia, il y a deux complications qui ressortent régulièrement des forums, même d'un certain nombre de sites, comme je l'ai dit, et qui sont régulièrement posées par les patientes, à savoir l'ostéonécrose de la mâchoire et de manière peut-être un peu plus rare, les fractures fémorales atypiques. Donc, ces complications ne sont pas sympathiques du tout, c'est une réalité dont on doit bien évidemment tenir compte. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que la muqueuse, donc la peau à l'intérieur de la bouche, est mise à nu, de telle sorte qu'on voit l'os à travers. Donc, on se doute bien que ce n'est pas une complication sympathique. Alors, il faut savoir que cette complication, elle s'observe avec les bisphosphonates dans l'ostéoporose. Il n'y a pas plus ce type de complication avec la perfusion une fois par an qu'avec les bisphosphonates par la bouche. Et elle s'observe également avec le Prolia. Mais fort heureusement, c'est une complication qui est tout à fait exceptionnelle. Et à travers notamment un certain nombre d'études récentes, et notamment des registres danois, on connaît parfaitement la probabilité de voir apparaître cette complication, qui est donc de 2 cas pour 10 000 personnes traitées pendant un an. Ça ne veut pas dire que c'est zéro, mais ce qui veut dire qu'heureusement, c'est très faible par rapport au risque de fracture ou de refracture quand on initie un traitement par bisphosphonate. Et pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on initie en règle générale un traitement par bisphosphonate, la probabilité de fracture ou de récidive de fracture, dont certaines, comme je l'ai dit, sont très graves, est 300 à 400 fois supérieure par rapport au risque d'ostéonécrose de la mâchoire. Deuxième complication qui est quand même beaucoup plus rare, même si là on a donné un ordre de grandeur qui est assez large, c'est la fracture fémorale atypique. Donc c'est assez étonnant puisqu'on donne un traitement pour prévenir la fracture et les bisphosphonates pris en fait pendant très longtemps et de manière tout à fait exceptionnelle, c'est à peu près 1 cas pour 50 000 personnes pendant un an, peuvent induire par des mécanismes qui ne sont pas très clairs des fractures fémorales atypiques. Alors encore une fois, la fracture de hanche est une fracture liée à l'ostéoporose. Les fractures fémorales atypiques surviennent au niveau, on appelle de la diaphyse fémorale, c'est-à-dire en plein centre du fémur. Mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et puis, il y a une question qui a été posée par rapport au Prolia. Le Prolia, c'est le denosumab, anticorps monoclonal anti-rencligant, une injection sous-cutanée tous les 6 mois, traitement efficace, intéressant et qui se singularise par son mécanisme d'action, différent par rapport au bisphosphonate et pour lequel on peut escompter, lorsqu'on l'initie après un traitement par bisphosphonate, une efficacité supérieure. Pas de rétention intra-osseuse du traitement et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on décide de l'arrêter ou lorsqu'il y a un événement indésirable, potentiellement grave, même si c'est exceptionnel, qui va faire que le traitement va être interrompu, il faut obligatoirement le relayer par un traitement par bisphosphonate pérose pendant un an ou effectuer une perfusion d'aclastat. Alors, ces fractures vertébrales multiples, elles ont été décrites, en effet, de manière très rare. Il ne faut pas penser que quand on arrête le traitement et qu'on ne fait rien, il ne faut pas rien faire, on aura obligatoirement des fractures vertébrales multiples. Un petit lot de patients qui ont arrêté le traitement et qui n'ont rien fait à l'arrêt du traitement ont vu apparaître, il est vrai, des fractures vertébrales multiples. Le risque, ou le surrisque plus exactement, il est de l'ordre de 1%, donc il n'est pas nul, mais fort heureusement, il est très faible. Mais en pratique, encore une fois, quand j'initie un traitement de ce type, je préviens la patiente qu'on est dans le cadre d'une stratégie thérapeutique sur le long terme et que donc, à partir de là, lorsque la question de la suspension du Prolia se posera, on devra obligatoirement le relayer, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pendant quelques temps par un traitement par bisphosphonate, de façon à ne pas perdre les bénéfices acquis par ce traitement. Et on a des preuves, bien évidemment, que cette stratégie est efficace. Donc ça, c'est les risques des traitements. Encore une fois, mon but n'est absolument pas de les négliger, mais il faut également prendre en considération, j'en ai dit quelques mots et je vais quand même insister sur certains d'entre eux, sur les risques liés à la maladie. Donc la conséquence de l'ostéoporose, vous le savez, c'est la survenue de fractures en l'absence de traumatisme majeur. Et on sait que pour la fracture emblématique de l'ostéoporose, qui est la fracture de hanche, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, le taux de décès est important. On a des statistiques, y compris françaises, qui montrent que chez la femme, il y a 20% de décès dans l'année qui suit. Chez l'homme, il y a 30% de décès. Et que cette fracture va conduire à une admission en EHPAD, donc en maison de retraite pour des personnes âgées et dépendantes, dans environ 50% des cas. Donc, sans vous raconter ma vie, c'est quand même quelque chose qui me touche de près, puisque ma maman, qui n'est pas tout jeune, il est vrai,
s'est retrouvée dans cette problématique et donc elle marchait avant et elle ne marche plus après et donc et bien évidemment elle n'a pas pu rester à son domicile. On a beaucoup d'études là-dessus qui indiquent que parmi les nombreuses sources potentielles de dépendance, l'ostéoporose occupe une place extrêmement importante. Alors, c'est pas le cas heureusement chez tout le monde, mais pour autant, ces fractures peuvent occasionner, une fois qu'elles ont consolidé, des douleurs chroniques, une altération de la qualité de vie. ADL, ça veut dire une altération de ce que l'on peut faire dans la vie de tous les jours. Et puis, d'autre part, il y a souvent une certaine appréhension. Quand une femme ou un homme a fait notamment une fracture de hanche, même si elle ne va pas forcément être admise en EHPAD, eh bien, l'expérience montre qu'il y a toujours cette appréhension, cette peur de la chute, de retomber et de se refracturer. De telle sorte, encore une fois, que prescrits à bon escient, comme je l'ai dit, ces traitements ont un rapport bénéfice sur risque qui est très favorable. Alors, je ne vais pas tellement commenter ces diapositives, puisque c'est un petit peu trop technique. S'il y a des questions, bien évidemment, je serai tout prêt à y répondre. Mais c'est simplement pour vous dire que on a proposé, au nom du groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, de la Société française de rhumatologie et d'énormément de sociétés savantes, des recommandations qui ont été actualisées récemment, puisqu'elles ont été publiées l'an dernier. Et ces recommandations sont destinées, bien évidemment, aux spécialistes, mais en priorité aux médecins généralistes. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, dans la majorité des cas, l'ostéoporose doit être pris en charge par le médecin généraliste. On voit très bien sur cette diapositive que l'avis du spécialiste, souvent un rhumatologue, mais pas forcément un rhumatologue, n'est requis que dans des conditions relativement restreintes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions et donc on va, je pense, répartir le rôle avec Laurent Grange pour y répondre, en sachant que je n'ai pas répondu à toutes, mais j'ai quand même précédé ou répondu déjà à un certain nombre d'entre elles. Il y en avait sur l'Evista notamment, il y en avait sur le Prolia, mais il y en a certainement d'autres. Et je donne donc la parole à Laurent. Oui, merci beaucoup Bernard pour cette présentation extrêmement claire qui, je dois dire, rassure beaucoup dans les commentaires que j'ai lus, qui rassure beaucoup les patients parce qu'il y a beaucoup d'anxiété et même nos collègues médecins généralistes sont très anxiogènes manifestement d'après certains de nos patients. J'avais une première question qui remonte un petit peu. Y a-t-il un lien entre sarcoïdose et ostéoporose? C'est un peu l'introduction avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Bernard, est-ce que tu peux répondre? Alors, de manière directe, la réponse est non. La sarcoïdose, de manière assez rare, peut s'accompagner d'une augmentation de la calcémie, du taux de calcium dans le sang, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une ostéoporose, mais c'est quelque chose qu'on doit dépister et qui est fait systématiquement. En revanche, on est parfois amené dans les sarcoïdoses, notamment lorsqu'elles touchent beaucoup d'organes, ce qui peut arriver, de prescrire un traitement par de la cortisone. Et là, on retombe dans la problématique potentielle de l'ostéoporose cortisonique, qui est la principale cause d'ostéoporose secondaire. C'est-à-dire que en priorité, après l'ostéoporose, après la ménopause, vient l'ostéoporose induite par la cortisone. Mais donc, pas de lien direct. Et donc, justement, en parlant d'ostéoporose cortisonique, post-cortisonique, une question, quel traitement proposeriez-vous en cas d'ostéoporose due à 20 ans de cortisone avec une ostéoporose des deux cols du fémur? Alors, en termes de recommandations, le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, la Société française de rhumatologie, également bon nombre de sociétés savantes, ont proposé en 2014 des recommandations, en sachant que les traitements préconisés sont les bisphosphonates et également le Forsteo, le tériparatide. Les indications ne sont pas forcément les mêmes. En termes de remboursement pour le Forsteo, il faut au moins avoir 2 fractures de vertèbres, donc ça ne va pas concerner bien évidemment toutes les femmes et tous les hommes. Et donc, dans la majorité des cas, on est amené à prescrire un traitement par bisphosphonate, en sachant que la durée du traitement chez des femmes ou des hommes qui ont une ostéoporose liée à la cortisone n'est pas forcément la même qu'en matière d'ostéoporose post-ménopausique et très largement conditionnée par la durée en effet effective du traitement par cortisone, mais également la dose du traitement par cortisone. Donc, il est clair qu'il n'y a pas de dose anodine d'un point de vue osseux, mais implicitement, et ceci a été prouvé, plus la dose de cortisone est importante et plus le risque d'ostéoporose liée à la cortisone est également important. Donc, une de nos auditrices rappelle qu'elle prend du faux avance pour une ostéoporose post-cortisonique. Ça paraît correct, du coup, Bernard? Oui, tout à fait. Alors, on a
même si l'efficacité, je pense, du fosavance à l'andronate est identique par rapport à l'autre bisphosphonate féroce qui est le risedronate, théoriquement et stricto sensu, seul le risedronate a une autorisation dans l'ostéoporose liée à la cortisone. Mais je pense que c'est pas important. Encore une fois, c'est un traitement indéniablement efficace, même s'il n'a pas théoriquement d'autorisation dans cette indication. Et donc, c'est une option qui me paraît tout à fait judicieuse. Tout à fait. Alors, on a une question de Charlotte, qui est une jeune patiente qui a une ostéoporose secondaire avec déjà plusieurs fractures vertébrales. Actuellement, elle est sous biphosphonate oral, mais qui semble mal supportée, avec des gènes apparemment 3-4 jours à chaque semaine. Elle demande si la perfusion de biphosphonate une fois par an pourrait être une option intéressante dans son cas. Alors, je ne sais pas quel âge a Charlotte, mais c'est vrai que, encore une fois, les bisphosphonates, qu'on les prenne par la bouche ou qu'on les prenne par voie injectable, la perfusion une fois par an, ont fait la preuve de leur intérêt en ce qui concerne la prévention des fractures. Malgré tout, on a tendance chez les femmes jeunes à privilégier les bisphosphonates par la bouche, partant du principe que on a des données, bien évidemment, d'efficacité avec la perfusion une fois par an, mais c'est vrai que les études, donc, pour certaines d'entre elles, peut-être été conduites chez les femmes un petit peu plus âgées. Et donc, c'est simplement pour justifier le fait qu'en première intention, chez une femme jeune ayant une ostéoporose, on a plutôt tendance à utiliser un traitement péros, notamment le risedronate, parce que il a une rétention dans l'os moindre comparativement à l'alendronate. Alors, après, la tolérance des bisphosphonates péros par la bouche, elle est habituellement bonne, mais on peut quand même rencontrer de temps en temps des troubles digestifs qui ne sont pas forcément graves en tant que tels, mais qui peuvent être pesants puisque chaque semaine, lorsqu'on répète la prise du traitement, il y a certaines patientes qui disent écoutez, j'ai mal quand même à l'estomac, j'ai un petit peu les douleurs abdominales. Et donc, pas en première intention, mais certainement dans le cas de Charlotte, peut tout à fait se discuter comme solution alternative, un traitement par une perfusion d'acide hyaluronique une fois par an qui n'entraîne pas ce type d'événement indésirable. Alors, il faut quand même reconnaître que la première perfusion, et ça c'est spécifique au bisphosphonates par voie injectable, peut quand même fréquemment, 20 à 30% des cas, occasionner ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, donc douleurs articulaires, musculaires, osseuses, maux de tête, qui ne durent pas un an, je vous rassure, qui peuvent durer quand même quelques heures à quelques jours. Et ça, moi, j'en avertis systématiquement, préventivement, les patients ou patientes pour qu'ils ne soient pas étonnés par rapport à ça. Alors, on peut utiliser pour prévenir cet événement indésirable du paracétamol, du Doliprane. Je ne le fais pas forcément systématiquement parce qu'on ne sait pas toujours si ça va survenir et si oui, quand. Mais en tout cas, quand les premiers symptômes apparaissent, à ce moment-là, je le conseille. Après, la deuxième option chez Charlotte, qui peut se discuter, en tout cas, je ne connais pas son dossier, c'est également un traitement par le Prolia, le denosumab, dont j'ai parlé tout à l'heure. En sachant pour rassurer les patients, s'il y a eu des effets indésirables à type de fièvre, de syndrome pseudo-grippal, les autres perfusions se passent en général beaucoup mieux, Bernard. Tout à fait, tout à fait. C'est un élément important et que je dis souvent et que là j'ai oublié. Tu as bien fait de reprendre ce point. C'est vraiment le fait de la première perfusion, sachant que si c'est survenu à la première, ça sera obligatoirement, je dirais, de moindre ampleur à la deuxième, voire même totalement inexistant et totalement absent à la troisième. Alors, on a une autre question sur la vitamine D. Tu n'en as pas parlé, mais est-ce que c'est quand même intéressant d'en avoir dans les traitements de l'ostéoporose? Alors oui, tout à fait. Donc là, j'ai parlé vraiment des traitements médicamenteux et tout le monde s'accorde à reconnaître que la vitamine D à la fois, c'est important, mais c'est un traitement bas à point. Ce n'est pas un traitement de l'ostéoporose. Et d'ailleurs, le niveau de preuve de la vitamine D quant à la prévention des fractures est un niveau de preuve relativement modéré et en population tout venant d'ailleurs, on n'a pas d'efficacité de la vitamine D pour prévenir les fractures. Pour autant, il est important de faire en sorte, lorsqu'on prescrit un traitement anti-ostéoporotique, d'avoir un statut vitaminique D correct. Et il est donc licite, habituellement, avant de débuter un traitement anti-ostéoporotique, d'effectuer une prise de sang pour s'assurer en gros qu'elle est normale. Dans l'ostéoporose, le taux de calcium dans le sang est normal, le taux de phosphore dans le sang est normal. Également vérifier le taux de vitamine D, qui est souvent d'ailleurs assez abaissé, partant du principe que la principale source de vitamine D, c'est le soleil, et que en hiver, évidemment, on ne se met pas beaucoup au soleil, et notamment en ce qui me concerne dans le nord de la France, de ce point de vue-là, on n'est pas forcément gâté. Il y a également parfois une interrogation du médecin qui se dit oui, mais je crois savoir que le dosage de vitamine D n'est plus remboursé. Chez une femme chez laquelle on va initier un traitement, par exemple par bisphosphonates ou autre, le dosage sera remboursé. Vous pouvez le dire à votre médecin. Il faut simplement le préciser et de mettre que c'est en accord avec les recommandations de la Haute Autorité de santé.
Donc, en fonction du taux de vitamine D, tout cela est très protocolisé. On va donner de la vitamine D. Alors, pourquoi c'est important d'en donner? Parce que d'une part, malgré tout, il y a un petit effet de la vitamine D sur l'os, également sur le muscle. Et le deuxième élément, c'est qu'on dispose d'un certain nombre d'études qui montrent que l'efficacité des traitements anti-ostéoporotiques et singulièrement des bisphosphonates est meilleure lorsqu'on débute le traitement chez des femmes qui sont en bonne répression en vitamine D, qui ont donc beaucoup de vitamine D au niveau de leur organisme. Donc, c'est important, c'est nécessaire, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant chez une femme ayant une ostéoporose dûment authentifiée. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Je vais demander maintenant à Laurent, si tu veux bien, Laurent, de bien vouloir, alors que nous abordons les dernières minutes de la webconférence, de nous dresser, si tu veux bien, les perspectives des thèmes qui vont être bientôt abordés, et puis également de pouvoir prolonger, de donner cette possibilité de prolonger les discussions avec les coordonnées de la FLAR. Donc à toi, Laurent. Tout à fait, puisque on a à peu près abordé on a répondu à toutes les questions. Je remercie les auditeurs d'avoir activement posé les questions. Je remercie le professeur Corté. Alors nous avons une légère coupure. Je vais prendre le relais. Ah, c'est la technique. Cette fois-ci, c'est Laurent qui s'est figé devant nous. Alors je vais prendre le relais tout simplement et c'est pour ça que nous ne sommes pas trop de 3 ou de 4. Voilà. Alors c'est la rubrique à vos agendas. Alors avant de remercier chaleureusement Bernard Corté et Laurent Grand, je voulais simplement dresser auprès de vous la prochaine échéance qui va notamment aborder, on a parlé de traitements médicamenteux, on a abordé quelques sujets, bien évidemment, à travers la vitamine D ou à travers d'autres sujets qui sont les traitements non médicamenteux. Ils feront partie de la prochaine webconférence qui a lieu, et je vous propose de la noter sur vos agendas, qui aura lieu le 23 avril prochain à 18h toujours, avec 3 intervenants, 2 intervenantes et un intervenant. Vous aurez le docteur Corinne Thévenot du CH de Laon. Vous aurez également Catherine Beauvais de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et puis Didier Poivret de Metz. Vous voyez qu'il y a également une représentation géographique intéressante. Et au-delà de ça, puisque Laurent vient de nous rejoindre en tant que président de la FLAR, il va pouvoir conclure et nous indiquer les raisons de rejoindre la FLAR, je crois, c'est ça? Tout à fait. Donc déjà, la technique est contre nous ce soir parce que c'est la première fois où je suis déconnecté et où Bernard a des problèmes de son. Donc on s'en excuse, mais on n'est pas que responsable. Donc effectivement, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je remercie énormément le professeur Corté pour son diaporama. Des autres conférences vont être faites, on vous l'a dit. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien la FLAR, qui est une association de patients, essentiellement de patients, peut répondre à vos questions. On a mis en place un Allo Ostéoporose. Vous pourrez avoir des renseignements, on peut vous envoyer des documents concernant cette maladie. Notre site, le aflar.org, et vous pouvez également poser des questions. On y répondra avec notre comité scientifique et Bernard pourra éventuellement y répondre selon les questions. Et donc, plus on est nombreux, plus on est solidaire, plus on est puissant par rapport à nos dirigeants pour faire avancer et faire que l'ostéoporose soit vraiment considérée comme une vraie maladie et que des stratégies, des parcours de santé puissent être créés. Donc, plus vous adhérez à la FLAR avec une adhésion à 0 €, donc c'est pas un problème d'argent pour nous, rejoignez-nous et plus on sera fort, plus l'ostéoporose avancera et la stratégie de l'ostéoporose avancera en France. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, au mois d'avril, au 23 avril, je crois, pour la 4e webconférence. Et merci encore au professeur Bernard Corté. Merci de cette invitation, puis merci également aux gens qui nous ont écoutés et qui ont posé beaucoup de questions extrêmement pertinentes.
Alors, je dis également au revoir à tout le monde. Nous allons retrouver nos deux intervenants auxquels nous allons envoyer un message et un lien pour pouvoir faire comme nous le faisons à chaque fois, un retour sur cette webconférence dans une optique de progrès. Et encore merci et à très bientôt. Donc, comme l'a noté et l'a rappelé Laurent, nous aurons le plaisir de vous retrouver donc le 23 avril à 18 h pour la prochaine webconférence. J'ai une fracture, que savoir, que faire? Bonne soirée à chacun d'entre vous et merci.